je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de J'ai une question docteur, enregistré dans des circonstances spéciales à distance. Nous sommes émus de commencer cette nouvelle saison et surtout de recevoir aujourd'hui Elisabeth Vergniaud qui a accepté de témoigner à notre micro. Elisabeth est la mère de Clémentine Vergniaud, journaliste et autrice du podcast Ma vie face au cancer, qui a malheureusement été emporté par un cholangiocarcinome le 23 décembre 2023 à l'âge de 31 ans. Elisabeth Vergniaud, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté de témoigner sur notre podcast. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour à vous. Alors, oui, moi j'ai 62 ans. Je suis donc la maman de Clémentine. Je suis aussi infirmière aujourd'hui retraitée et donc avec mon mari, nous avons accompagné Clémentine pendant les 18 mois de sa maladie et nous avons 2 autres filles et 5 petits-enfants. Écoutez, effectivement aussi un grand merci encore une fois d'avoir accepté de témoigner sur le podcast. Donc vous avez effectivement cette double casquette de professionnelle de santé et de proche aidante, donc, que vous avez portée pendant 18 mois, comme vous l'avez rappelé, en accompagnant votre fille pendant tout son parcours. D'expérience personnelle, je sais que ça peut être d'une grande aide d'être dans le milieu médical, mais aussi que ça peut être un poids supplémentaire puisqu'on est parfaitement conscient de tout ce qui se passe, y compris de l'évolution. Quel a été votre ressenti par rapport à ça? Alors le ressenti, c'est vrai que quelque part, on n'est pas dans un milieu inconnu. De par notre métier, on sait où on est, on comprend le langage des médecins, on sait à quel moment on peut leur poser une question ou ne pas poser de question parce qu'à leur regard, on sait très bien qu'ils vont pas nous répondre, ils n'ont pas la réponse. Donc ça a un côté un peu rassurant. Après oui, comme vous le dites, l'autre côté, c'est qu'on sait exactement où on va. D'emblée, j'ai su que Clémentine ne s'en sortirait pas. Malgré tout, on a notre inconscient qui est là, qui lutte et qui essaie de nous dire: «Non, ça peut être autre chose», puisque moi, ma première réaction a été: «Non, ça peut pas être un cancer à ce niveau-là, c'est impossible, pas à son âge, sans facteur de risque, c'est complètement délirant», donc mon cerveau tournait à plein régime pour essayer de trouver une autre cause à ce qu'on lui avait trouvé. Sauf que, bah, il y a rien à faire, on est bien obligé d'admettre qu'il y a pas d'autre cause possible et c'est difficile d'avoir ça et de pas pouvoir le dire, en fait. De devoir se dire: «Bon, il faut que je la protège quand même parce que c'est pas à moi de lui dire les choses. Moi, je suis là en tant que maman, je suis pas là en tant qu'infirmière, je suis là en tant que maman, donc je dois me contenter d'être une maman». Donc répondre aux questions sans dire réellement tout ce qu'on a à dire, mais sans mentir. Ça, c'était le plus difficile parce que je me refusais à lui mentir ou à lui donner un espoir quelconque et en même temps, je me refusais à lui dire ce qui n'était pas de mon rôle et de mon fait. Donc, effectivement, moi, j'avais vu les résultats des marqueurs tumoraux sur la prise de sang. Donc, il était évident que c'était un cancer. Ça, c'était une certitude. On ne savait pas que c'était un cholangiocarcinome, mais c'était un cancer. Mais je ne pouvais pas le lui dire. Par contre, je l'ai dit à mon mari, je l'ai dit à ses sœurs et à son conjoint, pour éviter qu'on tombe trop bas du camion, comme elle le disait. Et voilà, on a pour essayer de préparer un petit peu l'entourage à ce qui nous attendait, mais en ce qui la concernait, je refusais de lui dire quoi que ce soit. Oui, oui, vous avez vraiment joué votre rôle de mère auprès d'elle, tout en ayant les connaissances d'un professionnel de santé. Ce qui est pas le plus facile parce qu'essayer de rester à sa place alors qu'elle posait quand même beaucoup de questions auxquelles je ne pouvais pas vraiment répondre, donc il fallait essayer de trouver des réponses et toujours sans lui mentir. Bien sûr. Toujours sans lui mentir. Ça, c'était le plus important parce qu'elle l'aurait pas supporté. C'est vrai, l'honnêteté, c'est vraiment primordial. Vous faites bien de le rappeler. Et en fait, comme presque des millions de Français, j'ai envie de dire, j'ai pu découvrir un petit peu le parcours de Clémentine à travers donc son podcast qui s'appelle, comme on l'a rappelé dans l'introduction, Ma vie face au cancer. Bon, moi, j'en écoute tous les jours des podcasts, mais il faut reconnaître que celui-ci m'a tellement marqué que
s'il y en a bien un que je dois retenir de tous ceux que j'ai écoutés, c'est vraiment le sien, sincèrement. Et pourquoi? Parce qu'au-delà évidemment de l'aspect médical qui m'intéresse, je trouve que c'est surtout un témoignage de vie en fait et d'humanité extrêmement émouvant, vraiment. Et du coup, je voulais savoir comment vous aviez vécu son choix d'en faire un podcast et d'en faire un témoignage public quand même, voilà, pour ce qu'elle décrit comme, enfin, pour donner aux autres, voilà, comme elle le dit si joliment. Bah, je vous dirais qu'on l'a vécu, de façon très naturelle parce que bon, c'était son choix. Déjà d'une part, il ne me serait pas venu à l'esprit d'aller, à l'encontre de ses choix. Ce qu'elle a pu dire dans le podcast, on l'a vécu avec elle. Donc on n'a pas vraiment découvert quoi que ce soit. Il y a juste le passage où elle éprouvait de la culpabilité de nous avoir parlé de sa mort, où je lui ai dit: «Mais tu as pas à avoir de culpabilité parce que, c'est pas ta faute, c'est la maladie qui s'impose, c'est pas toi». En dehors de ça, nous, on n'a rien découvert. Tout ça, on l'a vécu avec elle du premier au dernier jour et qu'elle souhaite le faire partager, non, c'était son choix, aucune restriction avec ça. Par contre, ce qu'on n'avait pas envisagé, et elle non plus, c'était le retentissement de ce podcast parce qu'elle était la première à dire: «Oh, parler du cancer, c'est une fois de plus encore un truc sur le cancer, qui ça va intéresser?» Par contre, ce qu'on a vu, c'était quand même une période où elle était en thérapie ciblée, donc elle avait, je vais dire, un petit peu plus d'énergie et le fait de faire ça avec Radio France, ça lui a redonné, un élan de vie. Voilà, ça lui a redonné un élan de vie, un pouvoir sur la maladie. Elle était de nouveau dans la maîtrise de quelque chose, ça lui a fait un bien fou, donc ne serait-ce que pour ça, moi je bénis le podcast, quoi. Après, le retentissement est énorme. S'il peut avoir encore d'autres retentissements que ce qu'il a déjà, bah, on ne pourra que saluer, ce qu'elle a fait, en tout cas. Bien sûr, puis c'est un travail très professionnel, hein, aussi, hein, puisque, Oui, parce qu'en tant que journaliste radio, voilà, elle savait poser la voix, elle a fait ça avec quelqu'un de formidable, avec, Samuel Hassanov qui l'a bien amené sur ce podcast et qui a fait une très, très, très belle mise en forme et oui, je pense que c'est quelque chose qui lui a fait énormément de bien, énormément. Au-delà de ce que ça a pu apporter aux autres, à elle-même, ça lui a fait beaucoup de bien. bien Et sûr, c'est presque ce qui est le plus important d'ailleurs, hein. j'en profite d'un point de vue philosophique. Alors effectivement, vous dites, et c'est tout à fait normal, hein, vous n'avez pas, connaissez par cœur cette histoire, vous l'avez vécue au fond de vous-même, au fond de votre chair. Est-ce que ça vous arrive de le réécouter? Est-ce que parfois vous remémorez ces passages-là? Alors, je l'ai beaucoup écouté au départ après son décès, puisque la deuxième partie est arrivée juste après son décès. Aujourd'hui, je ne peux plus entendre sa voix. Je peux lire le livre, mais je ne peux pas entendre la voix. Entendre sa voix et savoir qu'elle n'est pas là, maintenant je peux pas. Peut-être dans quelque temps, ça je peux pas vous dire. Au début, j'avais besoin de l'entendre, maintenant c'est vraiment douloureux de l'entendre. Donc bon. Bah, c'est vrai que le podcast, en fait, c'est un outil puissant parce que c'est tellement plus intime, en fait, d'entendre la voix, des gens et donc dans un sens comme dans l'autre, positivement comme négativement, c'est vrai que ça peut susciter beaucoup d'émotions. Bien plus encore des fois, je pense, que la vidéo. Et bien sûr, en tant que médecin, j'ai aussi été impactée par sa façon d'aborder la relation entre patient et professionnel de santé, et notamment l'accent qu'elle met sur l'importance de l'écoute, de l'empathie, de l'accompagnement dont elle a pu bénéficier. Et bon, à visée pédagogique, je pense qu'il serait bien que les étudiants en santé puissent écouter son podcast pour être sensibilisés au point de vue du patient. Alors bien sûr le sien, peut-être d'autres, mais celui-ci en particulier. Vous, qu'est-ce que vous en pensez vous-même en tant que professionnel? Ah, mais moi je pense que c'est essentiel. Alors je sais qu'il y a une école, je crois que c'est du côté de Montpellier, où il y a des médecins qui le conseillent à leurs étudiants.
Il y a une école d'infirmières à Poitiers qui m'a sollicité d'ailleurs pour une intervention. Ils vont sur leur 3e année, par rapport à l'oncologie, s'appuyer sur le podcast et le livre. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce podcast et dans ce livre qui sont importantes pour que les futurs médecins et même tous les professionnels n'oublient pas qu'en face d'eux, c'est une personne. Ce n'est pas une maladie, c'est un patient. Ça, c'est vraiment, ce que j'ai envie de marteler le plus, parce que j'ai quand même le souvenir d'une dermatologue, bon voilà, une petite lésion au niveau du cuir chevelu. Elle avait, fait un prélèvement et elle a appelé Clémentine pour lui donner le résultat. Clémentine, bon, elle dormait, donc elle lui a laissé le résultat sur son répondeur téléphonique. Heureusement que j'étais là, parce que c'est d'une violence inouïe pour un patient. J'ai vu aussi, des jeunes internes, des jeunes professionnels, infirmières qui étaient un peu, désemparés face à une jeune femme de 30 ans qui a un cancer, incurable. Et je pense que quand même là, il y a du travail encore à faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur l'annonce et sur la manière de s'adresser au patient qui va mourir parce qu'effectivement, la mort reste un tabou dans notre société, surtout au niveau des médecins. Ils le vivent souvent comme un échec. Mais en face, il y a un patient, une personne qui a besoin d'entendre certaines choses. Alors pas toujours, hein, c'est vraiment à chaque patient, mais il faut vraiment qu'on mette l'accent sur la relation soignant-soigné. Elle est d'une importance capitale. Et Clémentine a eu cette chance d'avoir autour d'elle des médecins extraordinaires, hein, qui ont été très humains. Et on a eu nous-mêmes une belle relation avec l'équipe. Alors, peut-être c'est un peu biaisé parce qu'effectivement, j'ai envie de dire que moi, en tant qu'infirmière dans les services hospitaliers, j'avais quand même une certaine notion de ce qui peut vraiment agacer une équipe, donc de savoir où était notre place pour ne pas interférer dans ce qu'ils font, simplement être en soutien pour l'équipe. Alors, est-ce que c'est ce qui nous a permis d'avoir la relation qu'on a eue avec l'équipe? La douceur de Clémentine aussi, son respect face à l'équipe, face aux médecins, ce besoin qu'elle avait de connaître chaque soignant par son prénom pour l'interpeller. Parfois, même quand elle avait le masque sur les yeux le matin, elle disait: «Ah, c'est une telle, j'ai reconnu son parfum». Voilà. C'était, oui, je pense qu'il y avait un respect mutuel, mais il est capital ce respect et il est important parce que c'est ce qui accompagne le patient. C'est ce qui l'accompagne au quotidien. Elle leur faisait confiance, mais il fallait pas qu'il y ait de trahison derrière. Il fallait que les choses soient sincères et qu'elles soient profondes et qu'elles soient honnêtes. Ça aussi, cette honnêteté dont je parlais tout à l'heure, heu, elle est primordiale avec le patient. Ne pas lui raconter n'importe quoi Bien sûr. et être à Mmh. son écoute parce que je suis convaincue et ça, personne ne me l'enlèvera, que le patient sait mieux que n'importe qui. Mais dès le départ, Clémentine savait que quelque chose n'allait pas. Elle n'a pas forcément été écoutée par le premier médecin, mais à sa décharge, il pouvait vraiment pas suspecter ce qui se passait et voilà, on peut l'entendre. Mais un patient qui vous dit: «Il y a quand même quelque chose qui ne va pas», je crois qu'il faut l'écouter. À plusieurs reprises, quand elle disait: «Non, il y a autre chose, je sens bien qu'il y a quelque chose», elle a toujours eu raison. Donc il faut vraiment écouter le patient. À part quelques hypocondriaques, notoires, je pense qu'il faut vraiment les écouter parce qu'ils savent mieux que nous, hein. Tout à fait et puis bon, l'hypocondrie, ça reste quand même un diagnostic d'élimination et c'est vrai Donc qu'on voilà. essaye quand même, en premier lieu enfin, il faut en premier lieu écouter le patient, le respecter comme vous l'avez dit et un respect mutuel, que ça soit vis-à-vis du patient, vis-à-vis des professionnels de santé et puis la communication qui est primordiale et effectivement, apprendre aussi, aux plus jeunes professionnels de santé, mais même tout le long, hein, à gérer ses émotions et à faire face à l'avalanche des fois qui peut surgir face à un patient qui a des fois notre âge, voire qui est même plus jeune que nous, Mmh. qui a l'âge d'être notre enfant. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent effectivement mettre en difficulté et parasiter la prise en soin. Et alors, pour aborder justement le sujet quand même de son cancer, qui est le cholangiocarcinome, qui donc touche les voies biliaires, qui est assez rare encore et peu connu du grand public. Euh,
On sait quand même que les cancers digestifs, sont, largement en hausse actuellement, notamment chez les moins de 50 ans et donc c'est important d'en parler, de tous, notamment du cholangiocarcinome, dont en plus le pronostic est, on dit qu'il est de 20 à 5 ans, mais c'est seulement s'il est découvert à un stade opérable, ce qui est malheureusement rarement le cas, puisque les symptômes ont tendance à se développer assez tardivement, apparaître tardivement et sont ensuite peu spécifiques. Voilà, ça peut être des douleurs au ventre, plutôt à droite, ça peut être une perte de poids qu'on n'explique pas forcément, une grosse fatigue, ou alors ce qu'on appelle aussi l'apparition d'une jaunisse, donc un ictère. Est-ce que selon vous, il faudrait un peu mieux sensibiliser la population à cette maladie? Et est-ce qu'on devrait également davantage inciter les professionnels de santé à y penser, à le dépister le plus précocement possible? Alors ça, c'est une question hyper difficile parce qu'effectivement, on peut sensibiliser le public, c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs, parce que bon, on parle d'environ actuellement 4000 morts par an du cholangiocarcinome. Je pense que c'est sous-évalué. Heu, c'est autant que les morts sur les routes, cependant les pouvoirs publics font rien pour ça, hein. Donc il y a quand même un décalage. Après le dépistage, il est vraiment c'est une tumeur profonde donc quand vous voyez qu'au mois de mars, elle passe une échographie, on ne voit rien à l'écho, hem, comment faire pour les diagnostiquer plus tôt? Franchement, je vois pas. Je vois pas, on n'a aucun moyen à part sur des populations à risque. Voilà. S'il y a une hépatite, s'il y a de l'alcoolisme, s'il y a des choses comme ça, une stéatose ou un diabète, mais sur une personne de 30 ans, qui n'a aucun facteur de risque, comment on peut envisager? Voilà, comment on peut envisager en amont qu'il puisse y avoir un cholangiocarcinome? Quand vous voyez que même déjà à un stade avancé chez Clémentine, on ne l'a pas vu à l'échographie. Après, on commençait à le sentir à la palpation. Il a fallu quand même le scanner pour le découvrir et il y a eu entre les 2, il y a eu à peine 3 mois, quoi. Il y a eu 2 mois et demi entre l'échographie et le scanner. Comment on peut les dépister en amont? Pour le moment, on n'a pas ce moyen-là. Je ne vois pas comment on pourrait cibler. Heu, on ne sait pas pourquoi ces cancers se développent chez des jeunes. Pour le moment, on n'a pas cette étiologie. Il va falloir faire des recherches épidémiologiques pour comprendre pourquoi les cancers du pancréas, de l'intestin, de l'estomac et du foie se développent en ce moment chez des jeunes gens entre 20 et 40 ans, sans facteur de risque. Sinon, je ne vois pas comment on peut cibler la population pour faire de la prévention. Après, effectivement, on peut peut-être un peu plus, heu inciter les médecins à y penser. Parce que forcément, un médecin aujourd'hui qui a 60 ans ne va pas forcément aller penser à ce type de cancer, puisque c'était des cancers d'un âge plus avancé. Peut-être leur dire: «Bon, attention quand même, on a cette recrudescence, il faut l'envisager». Mais dans un système où on essaie de limiter les dépenses de sécurité sociale, bah, ils vont pas envoyer tous les patients de 20-30 ans qui ont une douleur à droite avec, un peu Mmh. de fatigue, passer un scanner, quoi. Et comme on ne le voit pas à l'échographie au départ, quand il est intrahépatique, parce que bon, il aurait été extrahépatique, on l'aurait vu. En intrahépatique, on ne l'a pas vu. Je vois pas comment on va pouvoir dépister, plus vite et plus tôt. Et c'est bien là le problème de tous ces cancers qu'on dépiste trop tard et qu'on ne peut pas soigner et pour lesquels on a, j'ai envie de dire, pas de traitement en plus. Parce que les traitements, on peut pas dire qu'ils soient très Mmh. efficaces. Tout à fait. C'est une remarque, pertinente et bah, la place de la recherche, effectivement a aussi toute, son importance et encore plus, actuellement. C'est la fin de la première partie de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie, toujours en compagnie de Diane et d'Elisabeth Vergniaud. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.